Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à tous à votre nouveau numéro de Darno Floumag. Darno Floumag qui est votre émission qui vous parle du civisme fiscal, qui vous parle de la fiscalité et tout ce qui va avec les recettes non fiscales dans la province du Lualaba. Aujourd'hui comme thème, nous allons parler sur les facteurs nécessaires à la mobilisation des recettes non fiscales. Et comme invité, nous avons sur ce plateau M. Fabrice Tchijika à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Laetitia, merci pour l'opportunité. Monsieur Fabrice, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien Madame. Alors d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous parler des recettes non fiscales? C'est quoi les recettes non fiscales? Les recettes non fiscales, ce sont des ressources financières provenant des droits, taxes, redevances et dividendes relevant du pouvoir central, n'est-ce pas, perçues à l'initiative des ministères et des services d'assiette, autres que les impôts et les droits des douanes et les droits d'assises. Ok, puisque vous nous avez parlé des droits, de redevances et tout ce qu'il y a comme taxes et tout. Et d'une part, vous avez relevé les impôts. C'est quoi la différence qu'il faut faire ou qu'on peut faire entre les taxes et les impôts? Bonne question, madame. Les impôts, c'est où l'impôt, c'est une prestation pécuniaire. Quand on parle de la pécuniaire, on voit l'argent. Okay. C'est une prestation pécuniaire requise par la population par voie d'autorité à titre définitif sans contrepartie directe. C'est-à-dire la contrepartie, elle est indirecte. Par contre, la taxe, la contrepartie, elle est directe. Ok, ok. Donc, avec la taxe, vous venez de dire que la contrepartie est directe. Avec les impôts, c'est... La contrepartie, elle est indirecte. Indirecte. Oui. Mais non, par exemple, la maman qui est là en train de nous suivre, comment elle peut faire la différence entre les recettes non fiscales et les recettes fiscales? Est-ce que vous pouvez nous situer par rapport à ces deux aspects? Déjà, les recettes non fiscales, comme je venais de les définir, c'est autre, les recettes non fiscales, c'est autre que les impôts et les droits des douanes et les droits d'assises. Okay. Mais quand nous parlons des recettes fiscales, on voit directement les impôts. Et donc les impôts, ce sont les recettes fiscales. Les taxes, les recettes non fiscales, ce sont, n'est-ce pas, les droits, taxes, redevances et dividendes relevant du pouvoir central, perçus au niveau des ministères ou services d'assiette, hormis les impôts et les droits des douanes et les droits d'assises. Donc pour mieux comprendre, dès que la province perçoit l'argent de taxes, elle envoie à Kinshasa. C'est ce qu'on peut bien comprendre. Elle gère elle-même, puisque là nous sommes en train de parler de la direction des recettes non fiscales du Lualaba. Ok, elle est là, c'est elle qui a à sa charge, donc c'est une régie financière dans la province du Lualaba. Dès qu'elle perçoit l'argent, c'est elle-même qui gère ou elle l'envoie au pouvoir central et le pouvoir central lui rétrocède. Par exemple, tout ce qui lui revient de droit. Madame Laetitia, ce que vous devez comprendre, d'entrée de jeu, vous devez comprendre qu'il y a les finances de l'État, il y a les finances de la province, il y a les finances des entités territoriales décentralisées. Ville, commune, secteur et chefferie. Et donc, les finances de l'État, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses des entités qui composent l'État. Quelles sont les entités qui composent l'État? C'est le pouvoir central, c'est les provinces, c'est les entités territoriales décentralisées. Et maintenant, les finances de la province, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses. Mais ces recettes-là, comprennent quoi? Ces recettes comprennent les ressources propres. Les recettes à caractère national, qu'on appelle les recettes à caractère national retenues à la source. La retenue à la source, beaucoup de gens confondent ces termes. La retenue à la source, madame, c'est cette opération, je vais donner à des termes si faciles. C'est cette opération, qui est dans sa boutique ou devant son étalage puisse bien nous comprendre. Tout à fait, madame Laetitia. Ce sont des termes vraiment simples. La retenue à la source, c'est cette opération qui consiste, n'est-ce pas, par voie bancaire, à créditer les comptes d'une province génératrice
des recettes d'une quantité de 40% sur le montant total recouvré au titre des recettes. C'est ce que nous appelons retenu à la source. La quantité, elle est de 40%. Et nous avons aussi, madame, les ressources à caractère national de péréquation. Qui veut dire, en d'autres termes? La péréquation, elle est de 10%. De la même manière comme j'ai défini la péréquation, les recettes à caractère national de la retenue à la source de 40%, ça se fait de la même manière avec 10%. Oui. Il y a aussi le transfert du pouvoir central. Il y a les pouvoirs aussi, le pouvoir central fait aussi quelques transferts. Il y a aussi des ressources extérieures. Et donc, ce que vous pouvez comprendre en gros, les finances de la province, l'ensemble des recettes et des dépenses. Ces recettes viennent ou proviennent, n'est-ce pas, des recettes à caractère national de la retenue à la source, des ressources à caractère national de péréquation, des transferts du pouvoir central et des ressources extérieures. Donc, à vous entendre, vous avez parlé des ressources financières. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Les ressources financières, Madame Laetitia, c'est un terme qui prend beaucoup de choses. C'est tout un chapitre. Mais je vais donner avec des lignes vraiment très détaillantes pour que les téléspectateurs aussi arrivent à nous comprendre. Parce que c'est assez vaste. Les ressources financières ou les ressources budgétaires, on ne peut pas parler des ressources budgétaires d'une part sans parler des charges budgétaires. Déjà à son article de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, que stipule cet article? Les ressources et les charges budgétaires sont retracées dans le budget de l'État sous forme de recettes et de dépenses. Maintenant, les ressources financières ou les ressources budgétaires comprennent les ressources internes et les ressources extérieures. Les ressources internes comprennent les ressources courantes, les recettes courantes, les recettes en capital et les recettes exceptionnelles. Et au niveau de la Dernoflou, on peut dire qu'elle réalise quelles recettes? Les recettes exceptionnelles, comme vous venez de l'évoquer, ou les recettes courantes? À la Dernoflou déjà, à son sein réalise les recettes courantes. Hormis seulement l'impôt. L'impôt n'est pas... Hormis l'impôt, parce que là, la Dernoflou mobilise seulement les recettes non fiscales, droits, taxes, redevances et les dividendes relevant du pouvoir central. Et maintenant, les recettes courantes sont les taxes. Ce sont aussi les taxes rémunératoire rendues par les services, et aussi ce sont aussi les produits des amendes. Nous avons aussi les recettes en capital. Je vais citer quelques exemples. Je vais citer quelques exemples, madame. Nous avons les produits des cessions du domaine. Nous avons les produits des cessions des participations financières, ainsi que d'autres actifs et des droits. Ça, c'est ce qui concerne les recettes en capital. Les recettes exceptionnelles, madame, déjà, si tu maîtrises bien les recettes exceptionnelles, tu vas bien comprendre les ressources extérieures. Parce que les ressources extérieures sont composées de recettes exceptionnelles. Monsieur Fabrice, s'il vous plaît, à vous entendre, on risque de ne rien que s'arrêter sur la première question, alors qu'on est obligé... c'est pourquoi je vous ai déjà dit à l'entame du jeu, les ressources financières, c'est tout un chapitre, mais je voulais vous donner des grandes lignes pour que nous puissions nous comprendre. Est-ce que vous pouvez nous parler, puisque notre thème parle des facteurs nécessaires à la mobilisation des recettes non fiscales? Quels sont les facteurs, selon vous, nécessaires qui peuvent permettre à la direction des recettes non fiscales de maximiser les recettes non fiscales? En tout cas, c'est une très belle question, Madame Laetitia. D'ailleurs, c'est une question fondamentale qui fait même la base de ta thématique. Les facteurs nécessaires à la mobilisation optimale des recettes non fiscales.
j'ai suggéré les placer sous deux axes principaux stratégiques. Et quels sont ces axes? Nous avons l'amélioration de la bonne gouvernance. C'est le premier axe principal. Deuxièmement, nous avons le renforcement de l'opérationnalité et l'efficacité du circuit de la chaîne des recettes non fiscales. Et en quoi consiste cette bonne gouvernance? Ok, merci madame pour cette question. Je vais énumérer quelques axes qui permettent à la bonne gouvernance. Améliorer d'abord l'utilisation des recettes non fiscales par une action ou par une gestion axée sur les résultats. Et d'ailleurs, c'est la vision du directeur provincial, Georges Tchambov. Sa gestion est axée sur les résultats, sur l'efficacité et sur la performance. Donc là, on peut retenir que la bonne gouvernance, c'est ça même, en fait, le pilier pour la bonne maximisation des recettes. Pour la bonne maximisation des recettes. La gestion axée sur les résultats. La deuxième encore, ou le deuxième axe qui fait partie de la bonne gouvernance, l'accessibilité des services générateurs dans certains sites. Puisque madame, il y a certains sites qui relèvent les matières taxables, on a du mal à accéder, à avoir accès. Parce qu'il y a des interférences aussi politiques. Donc, je pense que la direction des recettes non fiscales doit y avoir accès, puisque ces entreprises-là, comme vous venez de le dire, doivent verser des taxes à la province ou à la direction des recettes non fiscales du Lualaba, afin de permettre à la province du Lualaba son développement. Justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Si nous arrivons à mettre cet aspect des choses, nous aurons comme finalité l'efficacité et la performance. Voilà pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait accessibilité dans certains services générateurs et dans certaines entreprises pour relever les matières taxables, madame. Et qui vous met des bâtons dans les roues? Qui vous empêche d'accéder à ces entreprises? Bon, je peux le dire de manière générale, il y a beaucoup plus, il y a aussi l'influence qui entre en jeu. Puisqu'aujourd'hui, madame, vous êtes sans ignorer qu'il y a certaines entreprises où on a du mal à accéder pour élever les matières taxables. Donc ce sont des intouchables? On ne peut pas dire intouchables, il y a l'influence. Vous n'y avez pas accès, donc on peut dire que ce sont des intouchables. Intouchables, peut-être c'est trop dire, madame. Donc, c'est-à-dire l'influence politique entre en jeu. Vous comprenez? Alors, moi, je suis ordonnateur. Là, vous me rejoignez pour dire qu'on va les considérer comme si c'était des intouchables. Au niveau de la province, on évolue, M. Fabrice. Merci, madame. On évolue. Et puisque vous avez parlé, puisque nous parlons des facteurs, on ne peut pas parler des facteurs plutôt sans évoquer les acteurs. Merci. Là, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et dites-nous qui sont les acteurs indispensables dans la maximisation des recettes. Bonne question, madame, encore une fois de plus. En matière, ce que nous devons d'abord comprendre, dans la phase de la réalisation des recettes, nous avons deux phases. Nous avons la phase administrative et la phase comptable avec ces 4 étapes ou 4 opérations. Et en matière de dépenses, lorsque nous voulons faire l'exécution des dépenses, nous avons aussi 2 phases. Et avec 4 opérations ou 4 étapes. Commençons d'abord, madame, avec la phase ou la réalisation des recettes. En matière de recettes, parce qu'il s'agit de recouvrer les recettes. En matière de recettes, avec ces 4 opérations, nous avons la constatation, nous avons la liquidation, nous avons l'ordonnancement et le recouvrement. Et qui est celui qui fait, qui sont ces agents qui font toutes ces opérations-là? Je suis en train d'atterrir, madame, laissez-moi quelques minutes pour que les téléspectateurs arrivent à nous comprendre. J'ai cité les 4 opérations. Maintenant, les 3 opérations sont dans la phase administrative. Les 3 premières. Les 3 premières. Il s'agit de la constatation, liquidation et l'ordonnancement. Ça veut dire que vous intervenez au niveau de l'ordonnancement. Nous n'intervenons pas seulement à l'opération d'ordonnancement. Et même dans la 4e étape, les recouvrements. Ah non, au fait, j'ai fait une confusion. Vous intervenez au niveau du recouvrement. D'ordonnancement et du recouvrement. C'est ce que j'étais en train, madame, de vous expliquer.
nous avons 3 opérations dans la phase administrative. La première, la constatation, la liquidation et l'ordonnancement. La 4e étape ou 4e opération, c'est le recouvrement. Nous intervenons, c'est-à-dire nous, agents de la Dernoflou, nous intervenons à la 3e opération et la 4e opération. Et en quoi consistent ces opérations? Merci madame pour la question. Constatation, liquidation, ordonnancement, recouvrement. La constatation, madame, a pour objet d'identifier, d'évaluer la créance de l'État. Sur base de quoi? Sur base de l'existence de la matière imposable. C'est-à-dire... Vous venez nous parler de la matière imposable. Voilà. On peut dire que dès que je vais dans un village ou un champ, j'achète les légumes. Je viens avec. Je monte mon étalage, j'expose ma marchandise. Oui, madame. Directement là, vous venez pour constater ou comment vous faites? Non, si vous vous achetez. Ouais. Non, vous êtes acheteur. Non, moi, mais quand j'achète, oui. Qui doit payer les taxes, monsieur Fabrice? C'est le contribuable qui paye la taxe. Étant vendeuse des légumes, là je ne suis pas contribuable à l'État congolais. Étant vendeur, tu es contribuable à l'État congolais. Moi je pensais que vous êtes acheteur. Oui. Non, non, en fait, moi j'achète, je viens revendre. Ah ok, j'ai bien compris. Donc là je suis contribuable aussi à l'État congolais. À l'État congolais, oui. Okay, donc dans la constatation, madame, je disais, a pour objet d'identifier et d'évaluer la matière imposable sur base de l'existence de la créance de l'État. Maintenant la liquidation. La liquidation consiste maintenant à déterminer les montants de la créance sur les redevables en indiquant les tarifs, les bases et les taux à appliquer. Parce que ce n'est pas moi qui donne les taux, c'est fixé par la loi. C'est pourquoi nous devons être à jour sur les arrêtés, sur les décrets, sur les décisions budgétaires qui est l'acte par lesquels sont prévus et autorisés, n'est-ce pas, les organes délibérants des entités territoriales décentralisées, les ressources et les charges locales d'un exercice budgétaire. Vous connaissez les édits, c'est l'acte par lequel sont prévus et autorisés par l'Assemblée provinciale les ressources et les charges provinciales d'un exercice budgétaire. Maintenant, nous, agents, nous devons être informés, nous devons être à jour des décrets, des arrêtés, lors des ordonnances loi, à tout moment. C'est toute une école. C'est toute une école. Et maintenant, l'ordonnancement, madame. L'ordonnancement, madame, consiste à établir un titre de perception ou note de perception destiné à la prise en charge, n'est-ce pas, des recettes et permet d'en assurer les recouvrements. Maintenant, les recouvrements, c'est cette dernière étape, madame. Exactement. C'est cette dernière étape qui permet au comptable public d'encaisser une somme due au trésor public payée par l'assujetti. Qui ordonne? Pardon? Qui ordonne? Parce que vous nous avez parlé de l'ordonnancement. Qui ordonne et qui fait le recouvrement, M. Fabrice? Celui qui fait le recouvrement, c'est le comptable public. Celui qui ordonne, c'est l'ordonnateur. Et donc, celui qui fait la constatation, la liquidation, c'est le service d'assiette. Agent d'Ernoflou intervient, madame, dans la 3e opération et la 4e opération, l'ordonnancement et le recouvrement. Donc, la constatation, la liquidation n'a rien à voir concerne avec... où c'est un service conféré au service d'assiette. Voilà. Qui est le service taxateur. Donc voilà. La Dernoflou intervient au niveau de l'ordonnancement et de recouvrement. Bien. Ok, d'accord. Et à vous entendre, quand vous ordonnancez, comment ça se fait? Quand on ordonnance, c'est-à-dire nous travaillons ensemble avec les services taxateurs. Les services taxateurs constatent, liquident et je viens ordonnancer. Tout ce qu'il vous faut. C'est comme ça que, madame, j'ai toujours dit, les agents mobilisateurs doivent être qualifiés, formés. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ordonnance loi numéro 13, 14, 15 et 16 qui stipule ceci. Il y a un cadre de collaboration entre l'ordonnateur,
vis-à-vis du taxateur. Il y a aussi un cadre de collaboration entre les taxateurs et l'ordonnateur. Commençons d'abord avec l'obligation du taxateur vis-à-vis de l'ordonnateur. Madame Laetitia... Là, permettez-moi d'aller directement à la quatrième question, puisque là, ma quatrième question parle de l'ordonnancement. Oui. Pouvez-vous nous ressortir en quelques lignes les points de divergence en matière des recettes et des dépenses? Ok, bonne question, Madame Laetitia. En matière de recettes et ordonnateur, à son article numéro 13, barre 050, portant règlement général sur la comptabilité publique, dit ceci, madame. Et ordonnateur en matière de recettes, toute autorité ou toute personne ayant qualité en matière de recettes, madame, de constater, de liquider et d'ordonnancer. En matière de dépenses, toute personne, n'est-ce pas, ou toute autorité ayant qualité d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses inscrites au budget de l'État. Mais en matière de recettes, ce sont les recettes inscrites au budget. Maintenant, je voulais mettre un autre élément. Les ordonnateurs en matière de recettes, ils émettent des titres de perception destinés, n'est-ce pas, à assurer les recouvrements. Ils notifient cela aux comptables publics principaux assignateurs de ces recettes. Mais maintenant, en matière de dépenses, les ordonnateurs émettent des titres de paiement des dépenses, n'est-ce pas, qui vont faire parvenir et appuyer par de pièces justificatives aux comptables publics principaux assignateurs de ces dépenses. Voilà, n'est-ce pas, les deux grandes lignes qui font la part des choses entre ordonnateur en matière de recettes et ordonnateur, j'y arrive, en matière de dépenses. De dépenses. Oui. Ok. Et vous avez évoqué la phase de comptable. Oui. Vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. La phase comptable en matière de recettes oui, en matière de recettes, puisque vous nous avez parlé à la dernière fois, exerce sur l'ordonnancement et le recouvrement. C'est ça que vous avez dit. Ok. Mais après ça, là, vous avez terminé d'intervenir. Maintenant, vous nous avez expliqué en quoi consiste l'ordonnancement et le recouvrement. Et la phase de comptable. La phase comptable. La phase comptable, c'est le suivi régulier des opérations budgétaires de recouvrement. Ok. Oui. Donc, il y a des agents qui sont là, qui font le suivi pour savoir que X a payé sa taxe, X n'a pas payé, et comment faire pour booster X ou Y à payer, puisque si ces agents sont là, c'est pour essayer de booster les assujettis à s'acquitter de leurs devoirs, afin de permettre à la province de bien se développer. C'est bien cela. C'est bien cela, madame. À ce point-là, je voulais ajouter un autre élément. C'est l'élément là, il est beaucoup important. Nous avons le manque d'une logistique d'informatisation. Au niveau de la province. Au niveau des recouvrements. Au niveau des recouvrements. Okay. Donc tous les assujettis ne sont pas bien répertoriés. Tous les assujettis permanents ne sont pas bien répertoriés. C'est qui est un manque pour la province, c'est qui est un manque pour la direction des recettes non fiscales. Et comme c'est un manque pour la direction d'office, c'est un manque pour la province. Pour la province du Lualaba. Alors nous devons être, n'est-ce pas, outillés sur le plan informatique. C'est-à-dire toutes les opérations devraient être traitées de manière informatisée. Et quelle solution vous proposez à ça? La solution que je voulais bien proposer, c'est de mettre en action ou en œuvre une technologie, la nouvelle technologie qui est l'informatisation dans tous les services mobilisateurs. Parce que quand les contribuables payent par exemple, c'est-à-dire nous avons un signal d'alerte au niveau de la banque et même à notre direction des recettes non fiscales. C'est-à-dire je sais tel contribuable a payé
tel autre n'a pas payé. Ok. Au moins avec l'informatisation, vous saurez tout répertorier. En tout cas, on sait faire les suivis réguliers de manière informatisée. J'espère que cette proposition est arrivée à une bonne oreille et qu'une solution sera trouvée dans un bref délai. Nous sommes en train de chuter, Monsieur Fabrice. Avec notre dernière question, dites-nous quels sont les mécanismes à mettre sur place pour réduire sensiblement le coulage des recettes dans la province. Merci Madame. Déjà, nous devons comprendre d'abord c'est quoi l'écoulage des recettes. Je vais donner des définitions pas techniques, mais des définitions simples. L'important, c'est les téléspectateurs qui nous suivent arrivent à nous comprendre. L'écoulage des recettes fait référence à la perte, n'est-ce pas, de ce qui devrait entrer à l'État. Ce que l'État pouvait profiter, c'est une perte. Vous me comprenez? En raison de quoi? En raison peut-être de la corruption, en raison peut-être de l'inefficacité de l'administration. Dans cet aspect des choses, pour réduire les coulages, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs facteurs, madame. Pouvez-vous nous citer quelques-uns? Il y a d'abord l'absence d'une politique cohérente. En d'autres termes? Cette absence d'une politique cohérente met en œuvre l'aspect exonération. L'exonération, madame, c'est une dispense, n'est-ce pas, d'une charge fiscale qui peut être de manière totale ou partielle. Nous tous, nous aimons toujours être exonérés. Tout à fait. Hein. Vous aussi, par exemple, si vous avez une activité, vous allez aimer que vous soyez exonéré. Or, quand vous serez exonéré de manière totale ou partielle, là, c'est l'État qui perd. Tout à fait. Alors, nous devons lutter aussi à ne pas aussi mettre contre l'exonération. Nous pouvons bien sûr réduire, mais pas totalement. Parce que c'est une dispense d'une charge totale ou partielle. Mais nombreux sont dispensés totalement. Or, qui ne profitent pas à la province. Or, pour que la province puise ses ressources, c'est au travers de la fiscalité, madame. La grande partie des finances des provinces, c'est au travers de la fiscalité. Vous comprenez? Nous allons aussi mettre encore un autre élément, la relance aussi de la patrouille financière, le DNIGF. Ce qui est vraiment important. Cette relance aussi a diminué sensiblement le coulage des recettes fiscales, tout comme des recettes non fiscales. Il y en a plusieurs, madame. Il y a aussi le problème aussi des renforcements de capacités. Vous voyez, si nos agents sont formés réellement, ils sont instruits, ils connaissent leurs droits vis-à-vis des taxateurs, l'ordonnateur aussi vis-à-vis du taxateur. Madame, je crois que nous allons réduire aussi sensiblement le coulage des recettes non fiscales. Pourquoi? Vous voyez la direction des impôts. La direction des impôts ne travaille pas avec les services d'assiette. La direction des impôts travaille directement. C'est elle-même qui constate, qui liquide, qui ordonnance et qui passe au recouvrement. Mais nous travaillons avec les services taxateurs. Mais si l'agent n'est pas formé sur ses obligations vis-à-vis du taxateur, si l'agent n'est pas formé, l'ordonnateur, c'est-à-dire l'agent là qui est l'ordonnateur, ça sera difficile d'accomplir sa mission. Alors que le taxateur, lorsqu'il constate, il doit présenter, madame, son registre des droits constatés et liquidés. Donc, il doit aussi avoir les éléments ayant servi à constater et à liquider. Il les communique aux ordonnateurs. À vous suivre, d'une part, les agents n'ont pas tout ce qu'il faut pour leur permettre de bien accomplir leur mission. Et d'autre part, il y a l'incivisme fiscal, par exemple, dans le chef de la population. Tout à fait, madame. Puisque l'agent peut être là, il vient, il vous dit, Monsieur Fabrice, avec votre boutique, je pense que vous devez nous donner, votre taxe revient à 500 $, par exemple. Mais puisque vous êtes Monsieur Fabrice, vous vous dites, ben moi je suis Monsieur Fabrice par exemple, je n'ai pas à payer les taxes.
Du coup, c'est l'incivisme fiscal dans le chef de la population. Oui. Du coup, et les agents doivent être formés et la population doit surtout être éduquée en ce qui concerne le civisme fiscal. Tout à fait, madame. D'accord, M. Fabrice, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, madame Laetitia. Je ne peux pas terminer cette émission. À la fin de notre émission. Je ne peux pas terminer cette émission sans placer un petit mot à son Excellence, madame le gouverneur, Maman Thérèse Fifi Masuka. Nous présentons un soutien efficace à son programme de rénovation des infrastructures. En tant que fils de cette province, nous lui souhaitons bon succès. Nous lui souhaitons bon succès et de rester, n'est-ce pas, dans des initiatives positives. Et aussi, son choix porté par notre directeur, ce n'est pas un choix de hasard. Parce que notre directeur des recettes non fiscales, il est bourré ou il est assis sur une gestion axée sur les résultats. À la personne de Georges Tchatambov, il a une gestion axée sur les résultats, sur l'efficacité et sur la performance. Et déjà, de la manière dont nous sommes en train d'aller sur des bonnes bases. Je me dis, 6 mois après, nous allons parler d'autres choses. Nous allons même dépasser les assignations déjà cette année au courant de cet exercice budgétaire. Merci beaucoup, M. Fabrice. Merci, Monsieur Madame Vidal, Laetitia. merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois Mazes, je vois Divine Landou, il y a Trésor Makolo, il y a Guéry Ilunga, il y a M. Marc Kateteko. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro, même heure, même chaîne. Portez-vous bien.